Bonsoir et bienvenue dans 7 jours. L'actualité de cette semaine marquée par différents blocages, celui de l'accès au site minier de l'ASLN de Kouawa. La société Vaineva Héroux qui réclame le statut de tâcheron dénonce ce qu'elle appelle une rupture du protocole d'accord, un accord signé en 2012 avec l'ASLN. Autre blocage, celui fait par les autorités coutumières de Païta en réaction au stockage des cendres de la centrale électrique de Prony Énergie. Pour en parler, Alcide Ponga, maire de Kouawa, et Martine Cornaille, présidente de l'association Ensemble pour la planète. Le coup de force des coutumiers de Païta, les habitants des 4 tribus de la commune veulent l'arrêt immédiat du stockage des cendres de la centrale de Prony Énergie sur le site de Gadji. Depuis jeudi, toutes les parties concernées par la gestion des cendres négocient, mais peinent à trouver une issue immédiate à ce blocage qui dure depuis une semaine. Le reportage de Sylvie Méhoun et de Philippe Kunzman. Même les palabres autour des gestes coutumiers n'auront pas suffi à apaiser les craintes et les inquiétudes des 4 tribus de Païta. Un peu plus de 3 heures de réunion, d'explications pour finalement adopter une position ferme et déterminée. Plus question de stocker les cendres de Prony Énergie sur le site de Gadji. Nous, on ne veut pas d'argent. On ne veut pas d'argent, on ne veut pas de contrat. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut plus d'emmener des cendres chez nous. On considère que ces déchets, ce procédé, et fabriqué sur la commune de Yaté, ça doit être stocké sur la commune de Yaté. Les coutumiers de Païta renvoient donc la balle à leurs homologues de Yaté ainsi qu'à leur municipalité. Charge à la province sud et à Enercal, propriétaire de la centrale Prony Énergie, de négocier avec eux. Mais à Goro, le temps est compté. Les déchets de cendres s'accumulent sur place, ce qui risque d'interrompre l'activité de la centrale à charbon. En tant qu'Enercal, c'est vrai qu'on peut être inquiet que malheureusement les discussions n'aient pas pu aboutir complètement parce qu'effectivement la gestion du système électrique va être très compliquée et dans les jours, les semaines qui viennent, effectivement, on risque d'être amené par manque de production, de délester, de couper un certain nombre de foyers néo-calédoniens. Et à cela pourrait s'ajouter l'arrêt de l'activité de l'usine de Vallée. La réunion de Saint-Laurent ce jeudi après-midi aura toutefois permis d'engager la discussion et répondre aux demandes des coutumiers de Païta. Analyse des eaux de mer, du milieu marin, suivi de la qualité de l'air et transparence dans la gestion de cette crise. La première garantie qu'on a apportée, c'est d'abord d'établir une discussion, un dialogue et d'instaurer un comité local d'information qui permette aux représentants des tribus et de la population en général d'avoir accès à toutes les informations concernant le suivi et la surveillance de l'installation. Et maintenant, il faut continuer à discuter pour trouver le moyen de sortir définitivement de ces blocages. Très prochainement, un protocole d'accord doit être soumis aux 4 tribus de Païta, Saint-Laurent, Bangou, Ndé, Nanyoni, aujourd'hui déterminés dans leur combat. Les cendres de la colère, Martine Cornaille et Alcide Ponga, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Martine Cornaille, la gestion des cendres de la centrale thermique de Prony Énergie est revenue sur le tapis avec ce coup de colère des coutumiers de Païta qui notent leur impact sur l'environnement. Leur question, est-ce que les cendres de la centrale de Prony sont nocives ? Alors, a priori, des cendres de charbon peuvent l'être. Il faut être vigilant sur la façon dont elles sont gérées. Si la gestion de ces cendres est faite, on va dire dans les règles de l'art, alors les impacts environnementaux sont nuls. Donc il faut, pour répondre à l'inquiétude des populations, je rappelle que ces inquiétudes sont anciennes, puisqu'ils étaient venus nous voir pour s'en ouvrir auprès de nous il y a plus de 2 ans. Donc pour répondre à l'inquiétude des populations, il faut en effet que l'exploitant, voire la province, se donne les moyens de réaliser un état des lieux qui disent oui ou non, il y a des impacts environnementaux et d'éventuels impacts sanitaires associés. Mais aujourd'hui, on est dans l'incapacité de le savoir puisque on ne sait même pas si le suivi environnemental est fait. Et en tout état de cause, s'il est fait, on en ignore les résultats. Donc effectivement, je crois que monsieur le président de la province sud l'a noté lui-même, il y a un déficit d'information, une critique à faire à la gouvernance autour de cette ISD. Donc il faut satisfaire les populations et réaliser d'urgence donc un état des lieux. Alcide Ponga, vous êtes, hormis votre casquette de maire, vous êtes directeur de KNS. Comment sont traitées les cendres de la centrale de KNS ? Actuellement, les cendres produites par la centrale électrique de KNS sont stockées sur place, sur une installation qui a été validée et qui a une durée d'environ 3 ans, en attendant éventuellement que les collectivités publiques prennent le relais derrière.
En gros, ce qui est dit aujourd'hui, Martine et Alcide, par les coutumiers de Païta, c'est que Prony Énergie est situé sur la commune de Yaté. Les cendres n'ont qu'à être stockées sur place. Alors, question, pour quelle raison, Martine, le stockage n'avait pas pu faire in situ à l'époque? Alors en fait, le stockage n'a pas pu être prévu lorsque Prony Énergie est arrivé sur les fonds baptismaux, puisque d'emblée, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de problématique cendre, puisqu'elle serait recyclée à 100% chez le cimentier local. Or, il s'est avéré que la qualité des cendres ne permet pas ce recyclage, et du coup, on se retrouve avec quelques dizaines de milliers de tonnes de cendres à évacuer chaque année du site de Prony vers l'ISD de Gadji. Je veux dire que ça a un coût évidemment financier très important, puisque la société civile paye au travers donc de l'électricité qu'elle consomme ce surcoût lié au roulage qui frise les 1,3 milliard chaque année. Donc il y a des aspects effectivement sanitaires, environnementaux et économiques qu'il faut traiter d'urgence. Encore une fois, là, on a péché par défaut d'anticipation, et nous, ça nous choque énormément, puisque notre principe de base, c'est la prévention. Alors l'idée de stocker sur place a fait son chemin, on l'a appris. Le projet d'un centre d'enfouissement à Prony est en cours, montant de l'investissement 7 milliards en défiscalisation. Alcide, vous êtes maire de Kwawa, une commune minière. Est-ce que la gestion de la pollution est synonyme de conflit? Autrement dit, est-ce que les populations sont devenues exigeantes en matière de qualité de la vie? Oui, je pense que les mentalités ont évolué avec le temps, mais au-delà de la question est-ce qu'il faut qu'on stocke à Païta ou est-ce qu'il faut qu'on stocke à Yaté ou à Boulpari ou peu importe l'endroit où on stocke ces déchets-là, la question c'est vraiment de rassurer la population, de mettre les mesures qu'il faut pour pouvoir rassurer la population, parce que si on stocke à Goro sans donner les garanties, les populations de Goro referont certainement... le problème ne sera que déplacé. Voilà, reposeront certainement ces mêmes questions-là. Donc, à mon avis, je pense que les mentalités aujourd'hui évoluent. Les populations environnantes des projets industriels ou de ces zones-là où il y a énormément de stockage de déchets comme Païta, je pense qu'il y a de la communication pour rassurer les gens, et je pense que c'est ce que sont en train de faire nos collègues avec Enercal et la province sud. Justement, Martine, au niveau de cette communication, de cette obligation d'informer les populations sur ce qu'elles accueillent, sur ce que les déchets qui sont stockés chez elles, sur leur territoire du moins, est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement? Au contraire, il faut pousser le collectivité et l'industriel à le faire. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie part de loin en matière de gouvernance et d'information du public, mais il y a quand même des frémissements qui nous laissent penser qu'on est sur la bonne voie. Mais voilà, il y a un certain nombre de dossiers dans lesquels on a accumulé du retard, et il faut les traiter au plus vite, notamment lorsqu'il y a des concentrations de population importantes à proximité. Alors, le nouveau centre d'enfouissement de ces cendres, on l'a appris hier, devait être opérationnel dans 2 ans. Mais là, on entend que les coutumiers disent nous, on veut un règlement du stockage des cendres de Prony Énergie tout de suite. Mais alors, quelle réponse, d'après vous, il faut leur donner? Je ne veux pas parler pour eux, mais il me semble que si on leur apporte la preuve qu'il n'y a pas d'impact environnementaux ou sanitaires liés au stockage provisoire des cendres de Prony à Gadji, je pense qu'ils feront, on va dire, amende honorable, et diront, bon, dans ces conditions, puisqu'on nous apporte la certitude que ni notre environnement ni notre santé ne sont mises en danger, eh bien on peut continuer, au moins temporairement. Je pense qu'en expliquant les choses, en démontrant, et encore une fois, là, il va falloir faire participer des parties complètement indépendantes. On ne peut pas laisser ça aux seules mains de la province et de l'exploitant. Il faudra qu'il y ait des contre-pouvoirs présents en capacité de dire, ben oui, ce qui a été fait, ça tient la route, c'est bien, et les résultats sont rassurants, ou au contraire, ça ne tient pas la route, il faut compléter avec tel ou tel aspect d'analyse. Alcide Ponga, valoriser les cendres et innover, c'est une alternative à l'enfouissement. En matière de construction, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que ce sont des pistes à étudier, mais à mon avis, si l'industriel du Sud ne l'a pas fait, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Alors je n'irai pas dans la profondeur du sujet, mais peut-être des raisons techniques, des raisons économiques, mais c'est sûr que la revalorisation de l'ensemble des éléments qui sont produits, qui ne sont pas commercialisables dans nos installations, c'est toujours des bonnes choses à étudier pour pouvoir écouler et pouvoir retraiter tous ces déchets-là qui sont produits dans les installations. Sur le sujet, Martine, on entend que la SLN veut faire du ciment vert s'il y avait sa nouvelle centrale. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc la SLN prétend donc revaloriser ses cendres. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Les déchets de l'un deviennent la matière première de l'autre. Une université australienne étudie donc l'aptitude des cendres, des futures cendres de la SLN à suivre ce cursus. Ça reste hypothétique. Et nous sommes très attachés, comme je viens de vous le dire, à l'anticipation. Et s'agissant donc de production de déchets, on est vraiment atterré de voir que, alors qu'on peut faire autrement, sans production de déchets, en tout cas à ce niveau, on ne prenne même pas la peine d'étudier les autres pistes. Je veux dire par là que si on contraignait financièrement les industriels, et notamment les producteurs d'énergie, à assumer tous les coûts liés au charbon, tous les coûts en matière de changement climatique, de pollution diverses et variées, mais aussi de traitement, de stockage des cendres, il est évident que la balance serait inversée. Donc il y a vraiment un gros problème là de prise de conscience au niveau politique. Il faut absolument que on internalise, on oblige les industriels, lorsqu'ils font des choix, à internaliser ce qu'on appelle ces externalités négatives qui coûtent cher à la société civile. Madame, monsieur, le second sujet de 7 jours, on va parler de mines et de conflits. Le conflit à Kwawa, à l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est-à-dire ce vendredi après-midi, les coutumiers ont posé leur veto dans la vallée de Méré et à l'endroit où la SLN envisage l'ouverture de 3 mines. Du coup, la situation s'est tendue. Employés et sous-traitants craignent pour leur activité. Le reportage de Jean-Noël Méraud. Voici le protocole d'accord en cours d'écriture hier. Il est pratiquement similaire au précédent. En revanche, il est accompagné d'un ultimatum qui prendra effet demain à midi. Les coutumiers dénoncent le manque de considération de la nouvelle direction, celle qui a succédé à Pierre Alla, signataire de l'accord de 2012. Ce sont des nouveaux qui arrivent en Calédonie, ils n'ont aucune approche de l'environnement humain. Et c'est ça en particulier qui pose le problème des difficultés de discussion, d'échange et surtout de compréhension dans ce qu'on est en train de dire. Pour les contracteurs, les tâcherons et les salariés, cette épée de Damoclès est de mauvais augure. Ils montrent leur mécontentement depuis lundi par un contre-barrage. Avec la fermeture de la mine de Poro, son école et maintenant le site de la SMSP, ce sont près de 600 personnes à avoir cessé de travailler. Il y a l'inquiétude au niveau des contracteurs et au niveau de la population vis-à-vis des emplois. Et vu qu'il y a eu déjà 2 semaines qu'on est sans activité, on attend la 3e semaine. Donc voilà, ça commence à une inquiétude. Nous, on a des traites, on a des charges et on s'inquiète un peu pour notre outil de travail. Il faut sortir la tête haute de ce conflit. Il faut qu'on montre que nous, les Kanaks, on sait négocier, mais en face aussi. Même s'il ouvre les grilles, Kuneka a un argument de force pour négocier. Il menace de poser le veto coutumier sur les sites de Kiel, Douma et Union Révolution situés sur les terres des 3 tribus. Une extrémité qui entraverait considérablement les projets d'extension de la SLN dans la région. Actuellement, le site de Méa qui est juste à l'arrière, fin de vie aux environs de 2018-2020. Alors, il est prévu le transfert de l'activité sur le site de Douma ORG et dans son planning, la SLN prévoit de sortir ses premières tonnes de minerais en 2017. Dans ses prévisions, le transfert du site de Méa vers Douma, aux environs des années 2020, 100% de l'activité SLN et de minerais extraits va se faire à partir du site de Douma. Un projet qui a été en fait retardé de 2 ans. Mais les coutumiers tiennent bien là un argument massif. Dans un communiqué paru à 17h ce soir, la SLN prend acte de cet ultimatum qui menace ses activités
et précise qu'elle reste mobilisée dans la recherche d'un accord. Alors le veto des coutumiers est donc entré en vigueur ce vendredi après-midi. Alcide Ponga, comment interpréter ce veto? Écoutez, au début de ce conflit-là, quand en tant que maire, j'ai été saisi sur la question, j'ai pris attache auprès de M. Boué et également auprès de M. Fabre et de M. Veillier de la SLN pour essayer de comprendre un peu les positions des uns et des autres. Ce que je me suis rendu compte rapidement, et votre reportage le démontre un peu avec ce que M. Boué le dit, et c'est qu'il y a une grosse problématique de communication entre les partis. Bon, malheureusement, on a essayé de jouer un rôle de médiateur à un moment donné, ça n'a pas été accepté par l'une des parties. On se retrouve aujourd'hui avec des positions où ça foisonne, tout cela foisonne un peu. Nous avons un industriel qui fait face à des entités économiques qu'elle a poussées à la création, parce que dans la volonté de faire du développement économique ou d'avoir accès un peu plus facilement à certains gisements, la SLN à un moment donné est partie dans certaines politiques, et je me souviens encore des discussions que nous avions eues à l'époque avec Pierre Alla. Et dans ce foisonnement-là, il y a aussi le rôle que l'on fait jouer ou que l'on veut donner aux coutumiers là-dedans. Donc ça nous pose vraiment une grosse problématique au niveau de la Calédonie. Ce n'est pas essentiellement une problématique qui se pose sur Kwawa aujourd'hui. C'est de savoir demain, après-demain, dans le pays qu'on l'on construit, quelles sont les règles, quels sont les textes applicables, et qui sont les acteurs premiers, incontournables ou pas, qui doivent être autour de la table pour discuter. Parce que ce conflit qui se termine ce soir, je vais dire qu'il se termine avec un goût amer pour tout le monde. Aussi bien pour la SLN que pour les coutumiers qui étaient en jeu dedans, que pour les gens de la société Vainema Rirou, et également pour la population de Kwawa et de Wailou et de Kanala. Parce que sur les centres miniers de Kwawa, que ce soit le centre minier de la NMC, le centre minier de la SLN et sur certaines activités faites par d'autres petits mineurs, l'ensemble des populations qui travaillent sur mine nous proviennent de ces 3 communes. Martine Corneille, vous venez d'entendre les explications du maire de Kwawa. Qu'en pensez-vous? Oui, on abonde complètement au diagnostic qui est porté par M. Ponga, à savoir qu'il y a un déficit de communication et qu'il faut effectivement faire œuvre utile en étant des médiateurs. Mais de façon globale, moi j'observe que les conflits liés à la mine sont partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, se multiplient. Et pour nous, ça signe un problème de fond. Les Calédoniens n'ont pas été associés à la définition de la politique minière. Et je pense que la société civile est en attente de pouvoir s'exprimer sur cet aspect essentiel de notre économie. Le nickel, jusqu'où, pour qui, comment, en termes de réglementation, en termes de place réservée aux populations locales. Et je crois que tant qu'on n'aura pas posé tout ça sur la table et trouvé ensemble des solutions, eh bien on s'exposera à d'énormes difficultés. Et quand je dis on, c'est tout le monde. Comme le dit M. Ponga, les populations locales, mais aussi les miniers. Il faut que chacun puisse trouver sa place dans un équilibre de développement. Et aujourd'hui, on n'a pas atteint ce stade d'équilibre. Alcide Ponga, justement, vous parlez de règles générales qui s'imposent à tous. Mais quel est le poids de la parole des coutumiers aujourd'hui? Écoutez, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que j'ai vécu un énorme contraste pendant ces 3 semaines-là où à Kwawa, il y a eu une certaine position que l'on a fait jouer à l'institution coutumière, je vais dire,
Et en même temps, avant de partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a une semaine de cela, je faisais une réunion avec les coutumiers de VKP pour leur exposer un peu, dans le cadre du projet Konyombo-Nickel, les difficultés que l'on avait. Donc je vous disais que l'on avait un énorme contraste un peu dans le rôle que l'on veut faire jouer aux coutumiers. Donc ça, c'est une question qui est très 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 importante que nous, les Mélanésiens, parce que je suis mélanésien, on doit se poser, et on doit se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut faire aux coutumiers aujourd'hui? Et ça, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et est-ce qu'on les amène sur les dossiers miniers? Est-ce qu'on les amène sur les dossiers de statut de la femme, de l'homme, du mariage, le droit coutumier, le droit commun, etc., etc. Il y a plein de choses aujourd'hui sur lesquelles on utilise l'institution coutumière ou le non coutumier à toutes les sauces. Donc, je disais tout à l'heure, c'est tout un foisonnement. Et à mon avis, je pense qu'il faut que les acteurs concernés là-dessus, que ce soit le Sénat coutumier, mais surtout aussi les gens dans les tribus, parce que ça part dans les tribus. Ça part depuis les familles, ça part depuis les clans, dans les tribus. De là, à partir de là, il faut qu'on ait une même approche de ce que l'on veut faire à l'institution coutumière. Et ça, c'est le plus compliqué. Alors justement, tous les deux, vous faisiez remarquer tout à l'heure qu'en ce moment, on a des blocages un petit peu partout. On a vu hier à Ouazingo, là à Gadji, là à Kwawa. Mais justement, est-ce que dans ce genre de choses, quels sont les outils pour négocier? C'est un petit peu la question que je posais déjà lors de la précédente émission. Est-ce qu'on a les mêmes outils pour négocier lorsqu'on s'adresse à des syndicats de salariés ou des syndicats de patrons, par exemple, ou des coutumiers? Écoutez, je vais vous répondre en vous disant que si on en arrive à des situations comme celles que l'on a vécues ces derniers temps, c'est que quelque part, on n'a pas fait le travail en amont. Complètement. C'est le maire, mais c'est en même temps un industriel qui parle un peu. Donc, il faut beaucoup de travail en amont pour pouvoir amener la discussion, amener les gens à comprendre, construire aussi avec les gens. Quand on parle de Vaïné-Marilou, quand on parle de Union Révolution, je me souviens, je travaillais encore à la SLN en 2003-2004 quand on parlait de ces projets-là. Quand je dis 2003-2004, ça fait plus de 10 ans qu'on parle de ces projets-là. Donc, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, sans rejeter la balle sur les uns ou les autres. Je pense que chacun a sa part de responsabilité dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et ce qu'il faut, et moi j'en fais un appel solennel, c'est que chacun, que ce soit mes collègues mineurs, mais aussi M. Boyer et les gens qui sont avec lui, avec Vaïné-Marilou et la famille, parce que c'est toutes nos familles de Kua, de Newa et de Kamui, que chacun puisse prendre un peu quelques jours pour pouvoir réfléchir et trouver des solutions. Et je le dis toujours, il n'y a pas des problèmes, il y a des solutions. Martine Cornaille, vous disiez tout à l'heure que lorsque des situations comme ça arrivent à de telles extrémités, parce qu'on a vu, voilà, le veto des coutumiers est tombé, est entré en vigueur, c'est que le travail n'a pas été fait en amont. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben oui, parce que on vit encore sur de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en Nouvelle-Calédonie, les industriels décidaient seuls, les politiques décidaient seuls, et ça, c'est fini. On est au XXIe siècle. Il y a des attentes fortes de la part des populations pour être associées aux décisions, et il faut que les politiques l'intègrent. C'est ce qu'on appelle la gouvernance. C'est un apport fondamental du développement durable, au même titre que la préoccupation qui concerne les générations futures. Martine et Alcide, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Cette discussion a été forte, intéressante. Je vais demander à chacun de nous donner l'actualité qui a marqué votre attention. Martine. Alors c'est une actualité relativement personnelle, puisque j'ai été élue ce midi présidente de l'Observatoire de l'environnement, en succédant donc à M. Raphaël Mapou, qui a fait 2 mandats à la présidence 2 fois 3 ans. Et donc aujourd'hui, vous participiez à des ateliers, notamment pour définir la politique à venir de l'Observatoire. Et je souhaite remercier l'ensemble des administrateurs, puisque l'œil, c'est une structure très particulière. On siège avec des industriels, des politiques, notamment la province, les mairies, les populations locales, les acteurs économiques hors mines et métallurgie. Donc on est autour de la table d'horizons très variés. Et cependant,
on a réussi à se mettre d'accord pour faire toute sa place à la société civile. Et c'est ça qu'il faut faire dans tous les domaines pour éviter le genre de problèmes auxquels on se heurte, notamment à Gadji ou sur les mines à Kawa. Alcide Ponga, vous venez d'arriver de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous êtes un peu fatigué, mais quand même. Vous me disiez tout à l'heure que c'était une très très belle ambiance avec de très beaux jeux qui ont déjà commencé dans ce pays. Oui, écoutez, donc l'actualité de la semaine pour moi, c'est les Jeux du Pacifique. Hein. Donc j'étais en tant que représentant de mon entreprise qui a sponsorisé le CTOS. Et à l'époque où on a signé ce partenariat-là, on ne savait pas trop si ça valait le coup ou pas. Mais j'y suis allé. J'ai vu comment que les jeunes défendaient les couleurs de la Calédonie, comment que ça brillait dans les yeux de nos jeunes. Des organisateurs aussi, hein, je pense à M. Dabin, M. Fenot, M. Kali, tous ces gens-là qui se dévouent pour que la jeunesse de la Calédonie se construise, parce qu'on a besoin de sport. Donc, c'est la petite étoile de la semaine. Merci Alcide. Pour ma part, c'est l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi. Un peu plus de 7000 l'an dernier, soit une augmentation de 11% selon l'IDC, l'Institut pour le développement des compétences qui a fait cette enquête. Voilà, fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et merci à nos deux invités, Martine Cordaille et Alcide Ponga, d'être venus commenter l'actu sur 7 jours. Bonne continuation à tous sur Nouvelle-Calédonie Première. Au revoir et à bientôt. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.